Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en présence de Romain. Bonjour à tous. Alors Romain c'est qui? C'est un ami maintenant qui était à la base mon responsable, on peut appeler ça comme ça. Quand j'ai fait mes études en informatique, j'ai fait en alternance donc dans la société où Romain était et c'était lui qui était mon responsable tout simplement parce qu'il gérait le pôle informatique. Ça c'est pour la petite présentation. Aujourd'hui on est sur son véhicule, une Porsche Panamera. Donc ça c'est le modèle V6 qui sort combien de chevaux? 300 chevaux. 300 chevaux seulement. Seulement, effectivement. Bon, Romain c'est un amoureux de bagnole, il a toujours eu des bagnoles assez sympas. Avant il était principalement chez Mercedes. Exactement. T'as eu quoi comme Mercedes? Je les ai un peu toutes faites. J'ai eu une classe A, une classe C, une C coupée, eu 2 SLK, un SLC et maintenant la Porsche. Et je pense que je vais rester un petit moment. Et les 3/4 en diesel chez Mercedes, honte à lui. À partir de la SLK, je me suis raisonné. Et alors, t'es content de cette petite Porsche? Écoute, j'en suis extrêmement ravi. Il y a des petits points faibles, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même une Si très tu devrais bonne comparer à tes Mercedes. C'est pas pareil. C'est vrai que moi, qui j'ai souvent eu des rosters, donc au niveau conduite et comportement de la voiture, ouais, c'est plus lourd ça déjà. C'est vraiment c'est plus lourd, c'est plus feutré aussi. C'est plus encombrant. La position de conduite elle est quand même vraiment différente, mais là ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire bientôt 7 mois et je m'y suis fait et c'est vraiment très très sympa à conduire. Bon. Voilà, malgré son poids et seulement ses 300 chevaux, ça pousse quand même. Enfin il est arrivé chez des vraies marques. Bon on se taquine un petit peu. Passons à ça, on va vous présenter un petit peu la voiture. Donc c'est une Porsche Panamera de quelle année Romain? C'est une 2012. 2012. C'est la 970. Donc dessus on avait déjà fait quelques petites modifications qui ont coûté un appareil auditif. Voilà, un petit sponsor chez Audica. Donc ça, elle est en super bêta, elle a combien de kilomètres Romain? Je l'ai eu à 26 000, maintenant elle en est à 39. Ah t'as quand même roulé avec hein? J'ai quand même un peu roulé, ouais. C'est ça d'avoir une vraie voiture. C'est ça. Les Mercedes tu roulais pas autant. Si, non, je fais beaucoup, je fais 30 000 par an. Bon allez on va vous faire un petit tour de la voiture. Donc je suis désolé j'ai pas énormément de recul parce que la voiture est assez balèze et mon garage est pas non plus hyper grand. Donc l'intérieur, je peux me permettre d'ouvrir Romain? Vas-y. Alors l'intérieur est magnifique hein. C'est l'intérieur crème, crème qui est plutôt blanc mais c'est plutôt un blanc cassé. Donc là elle est vraiment splendide. Je vous montre un petit peu la planche de bord. Moi j'adore hein, franchement. Chez Porsche je trouve que c'est l'une des plus belles versions. Donc l'arrière c'est pareil, c'est sympa, on a des vrais sièges, c'est pas une banquette. Et c'est quand même hyper spacieux cette Panamera avec le ciel de toit tout blanc. Je dirais que ce qui lui manque c'est un toit panoramique hein, sur ce modèle là mais c'est ça. Mais bon ça reste quand même hyper classe dedans. Bon faut pas avoir le cul sale quand on monte dedans mais en tout cas c'est quand même sympathique comme intérieur. Donc là dessus c'est la boîte PDK. Oui. Non t'inquiète pas le bruit c'est le bidon. C'est pas ton pare-choc qui est tombé. Donc ça on continue. Donc elle est un petit peu sale hein, parce que on est en Normandie encore une fois de plus ils annoncent une tempête. Donc à chaque fois que je tourne une vidéo il fait un temps de merde. Récemment Romain a changé ses jantes. Donc t'es passé sur des jantes adaptables. Oui. En quelle taille ça? C'est du 20 pouces? Non c'est du 19. C'est du 19? J'ai pas voulu changer je suis resté. Avant c'était du 19 aussi, j'ai pas voulu changer. Alors petit aparté, il a changé ses pneus parce que ses pneus étaient hyper vieux. Je vous avais évoqué d'ailleurs dans une vidéo où je parlais des pneus, de ces fameux pneus sur la Panamera. Et il les a changés, il est passé en Cumo suite au conseil que je lui avais dit en termes de rapport qualité-prix. Et qu'est-ce que t'en penses actuellement du coup? Bon, rapport qualité-prix c'est génial hein. Après moi j'ai pas beaucoup de recul sur ces pneus là donc je pourrais pas vous en dire plus. J'ai écouté le conseil d'Evan mais en tout cas voilà ça accroche et vraiment les 4 j'ai dû les payer un petit peu moins de 400 € en période de solde. Donc pour vous dire si on devait acheter des pneus qui recourent. Ouais t'as 1200 € quoi. Qu'on commande la marque Porsche, ouais on peut monter à entre 800 et 1000 €. Alors moi pour avoir un peu de recul sur ces pneus là, ce qu'on peut remarquer c'est clairement une longévité qui est moindre. Sauf qu'on les paye 3 fois moins cher presque ou du moins au moins 2 fois moins cher. Et si on fait peut-être 10 000 km de moins, finalement on fait pas 3 fois moins de kilomètres. Donc on est largement gagnant mais c'est juste le point faible entre guillemets que je pourrais faire remarquer sur ces pneus là. Mais en tout cas moi je monte ça maintenant sur toutes mes voitures. Donc on continue avec ce curon qui est typique des Porsche et la Panamera un peu plus coupée. Parce que les Porsche 911 sont un peu plus rondes derrière mais forcément vu que c'est des roadsters. On a moins cette lunette, mais on retrouve quand même la bouille un peu Porsche. Donc on vous avait parlé tout à l'heure des modifications qu'on avait effectuées, donc on les avait pas filmées, mais t'avais acheté une ligne d'échappement. C'était quoi la marque déjà? J'ai Top Speed. Top,
Top Speed Auto. Alors ça, je crois que c'est le fournisseur. C'est le fournisseur, mais alors après. Bon, c'était une ligne inox importée des US. Bon, on a eu quelques péripéties parce que c'était censé s'adapter sur les collecteurs d'origine, etc. Au final, les diamètres n'étaient pas les bons. Exactement. Donc en fait, c'était compatible sur un V8, mais sur un V6, fallait adapter. Donc on s'est été revu, etc. On avait un peu galéré là-dessus. On avait fabriqué les adaptateurs. Mais au bout de 30 km, Romain, c'était ses oreilles, il n'en pouvait plus. Du coup, il est repassé sur la ligne d'origine et il va passer sur une ligne avec des clapets, c'est ça que tu cherches? Là, alors c'est pas encore fait, mais je suis en train d'essayer d'acheter l'échappement de la turbo, en fait. D'accord. Parce que pour en avoir discuté avec d'autres personnes, en fait, l'échappement que j'ai acheté et tous ceux, sauf si vous, parce que c'est un échappement quand même, on va dire, entrée de gamme par rapport à ce qu'on peut voir chez Evo ou chez d'autres où c'est 3-4 000 euros l'échappement. Chez ceux-là, en fait, la gamelle, elle est tellement petite que la voiture, au niveau insonorisation de toutes ces parties-là, elle est pas assez performante et du coup, c'est vrai que ça te fait une caisse de résonance dans la voiture, quoi. Pas au régime, c'est uniquement un régime constant. Donc si vous roulez à 50 constant, vu que la voiture c'est en 7ème quasiment. Ouais, t'es en sous-régime, ça te fait une 50, caisse. Ça fait vraiment une caisse de résonance qui était vraiment insupportable au quotidien. D'ailleurs, depuis, on n'entend plus rien, on est obligé de gueuler quand on lui parle. C'est ça. Bon, enfin, on continue ce petit tour. Bah, l'autre côté, c'est pareil, hein. Elle est vraiment nickel. Là, c'est dommage qu'elle soit un peu sale à cause de la pluie, mais elle est en parfait état. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui faire? Et bah aujourd'hui, on va lui faire tout simplement le remplacement des plaquettes de frein avant. Donc hop, je vous montre ça un petit peu la taille. Donc ça, c'est assez marrant. Alors je vous ai pas monté la taille des étriers, mais c'est un peu comme sur les Cayenne. Les étriers sont juste immenses. Et quand vous allez voir la taille des plaquettes, vous allez comprendre. Moi, j'appelle ça des plaquettes de camion parce qu'on s'en rapproche quand même. Ça fait cette taille-là, donc c'est assez balèze. On va remplacer donc les freins avant, plaquettes de frein avant. On va remplacer également le liquide de frein. Et donc ça, je vais pas vous le filmer parce que ça va être un petit peu long de notre côté. Et je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au remplacement de liquide de frein. Donc ça, c'est pareil pour toutes les voitures. On va vous filmer le remplacement des plaquettes de frein avant, si ça peut en aider certains qui ont des Porsche Panamera. Donc le principe est le même pour un V6 et pour un V8, hein, et d'ailleurs pour toutes les Panamera, qu'elles soient diesel ou essence. Et on va également installer ce petit filtre, petit filtre green. Donc hop, je vous déballe ça. Voilà, alors vous connaissez le maître de shooter, et ben là vous avez le maître de filtre. Donc je pensais que ça allait être quelque chose de très simple à changer comme tout filtre à air qui se change. Sauf qu'aux premières levées du capot, on s'est aperçu qu'il faut déposer le pare-choc de la Panamera pour tout simplement aller remplacer le filtre à air. Donc déjà je m'attends que le filtre soit d'origine. Et c'est dommage pour les Allemandes qui généralement prévoient les choses assez simples. Et là c'est pas du tout simple. Romain, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? On va présenter un petit peu la baie moteur. Donc là on retrouve le V6 3,6 litres injection directe. Pour ceux qui me posent la question à chaque fois, est-ce que le 3,6 litres chez Porsche on peut le mettre à l'éthanol? Pour l'instant la réponse elle est non. Parce que c'est une injection directe. Et les injections directes, il n'y a rien de fiable pour l'instant. Par contre vous pouvez rouler quand même avec 30% de 85 dans le moteur, il n'y a aucun problème. Porsche prévoit ses véhicules pour rouler à peu près à 30%. Donc aucun problème de ce côté là si vous voulez faire une petite économie. Je vois déjà ceux qui vont dire ouais il roule en Porsche, j'ai oublié de mettre 30% d'éthanol. Encore une fois, si vous trouvez 20 balles par terre vous allez les ramasser, et ben moi c'est pareil. Donc ça c'est pour la partie. Tu les ramasses aussi toi? Ouais. on laisse ça pour les pigeons. Du coup la boîte à air, donc voilà, on a quand même à peu près 30 cm d'espace vide là, donc ça c'est pour ajouter les 2 cylindres sur le moteur V8 tout simplement. Le seul problème c'est qu'ils nous ont foutu la boîte à air, donc vous suivez, oh un pare-choc, la boîte à air en fait se trouve ici. Donc il faudra déposer les deux phares, le pare-choc complet pour accéder seulement au filtre à air qui se trouve ici. Donc ça on va vous le filmer parce que ça peut être intéressant, c'est la première fois que je le fais sur une Panamera. Et quand on voit la galère, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Et ben les amis, nous on va se mettre un petit peu au boulot, on va lever la voiture, on va commencer par démonter les roues avant pour faire les plaquettes, puis assurer hors caméra on va faire le changement de liquide de frein. Je le fais encore une fois hors caméra tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça et je pense que tout le monde ne le fera pas sur une Panamera, donc ce sera peut-être plus ludique de vous le faire sur une voiture standard entre guillemets, plus simple mécaniquement style la Lotus ou une Citroën C4 que vous le faire sur une Panamera où certains vont prendre peur à le faire. Et ben écoutez les amis, c'est parti.
Bon les amis, on se retrouve sur l'étrier. Donc là les plaquettes c'est ce qu'il y a dedans, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là on va tout simplement déposer l'étrier donc avec les deux grosses vis qui se trouvent ici. Ensuite il faudra déconnecter le capteur d'usure de frein qui se trouve derrière, je vais aller vous montrer ça tout de suite après. Et il faudra retirer la petite agrafe qui tient le flexible de liquide de frein. Tout simplement parce que là il est vraiment très court et si on ne défait pas l'agrafe, et ben tout simplement on ne pourra pas décoller notre étrier du disque. Ensuite, une fois qu'on aura défait ces deux vis là, pour tout simplement sortir l'étrier, il faudra qu'on repousse avec un gros tournevis les plaquettes, donc entre guillemets les trois pistons de chaque côté, pour pouvoir sortir, parce que même si le disque n'est pas changé, il a une petite collerette et les plaquettes qui sont au contact du disque vont nous empêcher de sortir l'étrier. Donc il faudra au préalable pousser les plaquettes avec un gros tournevis. Je vais vous montrer tout ça juste avant. Je vous montre derrière où se trouvent les agrafes. Bon voilà, vous vous retrouvez derrière. Donc là on a tout simplement le contacteur de frein ici, donc contacteur d'usure de plaquettes qu'il faut retirer. Donc là on le déclipse. Ensuite vous avez le flexible ici, vous avez une... Hop, on a cette petite agrafe qui tient le flexible et maintenant tout est libre. Donc là on va pouvoir démonter l'étrier, tout simplement le basculer sur le côté. Donc là maintenant, aussi simple que ça, on dépose l'étrier. Donc on vient débloquer les deux vis, ça évite d'avoir des surprises. On retire totalement celle du bas. Donc ça va être simplement pour se faire moins de boulot. Les vis sont longues et elles sont balèzes. Donc ça c'est des étriers qui sont certes gros. Hop, la lumière qui se barre. C'est des étriers qui sont certes gros, mais qui sont assez légers parce qu'ils sont en alliage. Contrairement à des étriers qu'on peut trouver de voitures standard tous les jours. Donc ça c'est les vis. Donc même s'ils paraissent balèzes, ils sont en fait hyper légers. Donc là on va avancer la deuxième vis. Et avant de tout retirer, on va venir se placer entre le disque et la plaquette. Donc entre le disque et la structure métallique de la plaquette et pas la garniture. Et on va venir pousser légèrement comme ça. Et là on va venir en fait comprimer les pistons et libérer l'étrier. Ce qui fait que voilà, maintenant il bouge. Donc là vous faites ça de ce côté là. Et en fait le fait de faire levier, ça va également pousser le derrière. Il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Juste la petite collerette qu'on a ici. Donc là maintenant l'étrier est libre. On termine de démonter l'étrier pour avoir accès à nos plaquettes ensuite. Donc là ça pèse quand même un petit poids, mais proportionnellement à la taille de l'étrier c'est pas si lourd que ça. Voilà, donc là on l'a senti. Hop, là l'étrier se sort. Hop, et on retrouve nos plaquettes ici. Je vous rapproche, hop. Donc là on retrouve nos plaquettes qu'on viendra tout simplement déclipser. Voilà. Donc on a une petite protection métallique qui vient sur la plaquette. Et la seconde plaquette qu'on a ici, avec le petit câble qu'il faudra bien penser à retirer ici. Alors hop, c'est pas facile de vous montrer. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me donner le tout petit tournevis orange qui est sur le dessus? Non, juste deuxième tiroir. Le petit orange à gauche. Ouais, nickel. Alors ça, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais là, dans les plaquettes que Romain a commandées, on n'a pas le capteur de frein. Donc moi, je vous conseille de le remplacer à chaque fois le capteur de frein, parce que généralement, au démontage, il casse. Pourquoi? Parce que la poussière de plaquette vient le bloquer. La poussière de plaquette vient le bloquer. Et ensuite, c'est quelque chose qui est tout très fin, très fin, très fin. Et déjà, si votre lumière s'est allumée comme quoi vos plaquettes étaient mortes, ça veut dire qu'il a déjà frotté. Donc en fait, il est déjà mort. Là, on a de la chance, Romain change ses plaquettes en préventif. Donc vous voyez, il y a encore de la garniture dessus. Mais je suis pas certain de pouvoir récupérer ça parce qu'en fait, dedans, vous avez un petit fil métallique qui descend. Et généralement, avec la chaleur, etc., ça se colle et quand on le démonte, il casse tout simplement. Donc pensez bien quand vous changez vos plaquettes à racheter ce capteur-là qui parfois est vendu avec et parfois vendu sans. Là, en l'occurrence, c'était vendu sans. On se retrouve sur l'établi pour démonter ça. Bon, vous m'excuserez, l'établi est franchement en bordel parce que tout simplement, je suis en train de refaire le kart que j'ai acheté. Et donc, il y a tous les composants du kart qui sont sur l'établi. Donc, on s'est fait une petite place. Donc là, on retrouve le petit capteur. Dans un premier temps, on va essayer de gratter autour pour retirer la poussière de plaquette qui s'est mise.
Alors là, faites pas comme moi, mettez un masque parce que ça c'est hyper cancérigène. Donc évitez de respirer cette merde. Et là vous voyez, j'ai pas accès derrière, donc là c'est un peu compliqué de l'avoir. On va vraiment essayer de les sauver, ça nous permettrait de pouvoir les réinstaller sans voyant. Donc ça, je vous conseille encore une fois de vraiment les acheter. Je me suis déjà fait avoir sur des Cayenne où c'était pas vendu avec. Et le problème, c'est que c'est très compliqué à retirer sans casse. En fait, ça se met très bien quand c'est neuf, mais ça se retire très mal parce que vous essayez tout simplement en fait bourré de poussière de plaquettes. Et en plus, c'est une matière qui est très cassante. C'est une espèce de pierre, je sais pas exactement ce que c'est. Ce serait peut-être même en matière de plaquettes. Là, honnêtement, je suis pas spécialiste. Bon, et ben je crois que celui-ci, non. Vous voyez en fait, la partie là c'est retiré. Et la partie très fine au fond qui elle est restée complètement collée dans la plaquette avec la chaleur. Donc là, les parties qui sont émiettées sortent. Par contre ici, alors on a une partie qui est totalement collée. Donc là on va essayer de la remettre, mais il se peut que le voyant s'allume tout simplement parce qu'il risque de bouger. Donc ça ce sera la surprise. Là la graffe tient encore, mais en fait normalement vous avez une fine couche ici qui vient se glisser derrière. Et c'est elle qui se soude à la matière de la plaquette avec la chaleur et les poussières. Bon, on va quand même essayer de le remonter, on verra ce que ça nous donne. Bon voilà, on se retrouve pour remonter les plaquettes. Donc là sur les plaquettes, alors ça c'est pas toutes les plaquettes, hein, principalement sur les sportives. Vous avez des petits, je sais pas comment appeler ça, couverts, caches qui viennent se glisser en fait sur la plaquette ici. Ça sert à quoi? C'est tout simplement un écran thermique. Ça permet de limiter la dispersion de chaleur entre la plaquette et l'étrier. Donc ça c'est fait pour entre guillemets améliorer les performances et éviter que ça chauffe trop. Donc là on va venir remettre les plaquettes. Donc là c'est pas le plus facile à vous montrer parce qu'il faut que je tienne tout. Voilà, de une. Donc là, il faut quand même forcer parce que vous avez les ressorts de compression en face qui finalement vous bloquent. Donc c'est normal. Hop. Voilà, donc là mes plaquettes sont mises. Les ressorts de compression, c'est ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est fait exprès pour plaquer les plaquettes pour pas qu'elles bougent en fait. Donc là, on vient les mettre. Et maintenant, il va falloir tout simplement repousser nos pistons au max. Donc là, on va aller chercher une cale, un gros tournevis et ça se fait tout seul. Il existe des outils, mais là, je vais vous montrer la méthode simple. Bon, la méthode simple, c'est vous prenez une cale. Bon, moi, c'est des cales en plastique, vous avez des cales en bois. Vous la mettez là. En fait, c'est tout simplement pour pas abîmer la plaquette. Et vous venez pousser en faisant levier pour comprimer les pistons. Vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, on peut remettre l'étrier sur le disque. Voilà, maintenant, maintenant ça tombe. Si tu peux me la redonner, Romain, s'il te plaît. Tiens. Merci. Bon, c'est pas facile sur une Porsche de vous filmer ça, parce qu'en fait, la seule partie en métal, c'est le disque de frein. Et forcément, c'est là où on interagit. Donc là, on va tout simplement remettre une vis pour soulager. Donc là, maintenant, vous resserrez. Alors là, on va pas serrer fort, on va tout simplement l'amener en butée pour pouvoir remettre tranquillement derrière. Voilà, hop, on vient. On remet la suivante. Bon, c'est bien plus facile quand vous n'avez pas une lumière qui tient sur un disque de frein. Mais c'est la seule lumière que j'ai pour vous éclairer. Voilà, donc là maintenant que c'est aligné, on va pouvoir serrer les deux. Donc on vient embuter les deux pour faire un serrage propre. Voilà, maintenant que les deux sont embutés, on va pouvoir serrer un peu plus fort. Donc ça sert à rien de serrer
comme un malade non plus parce qu'on serre quand même dans de l'aluminium, hein, l'étrier en alliage et le moyeu est en aluminium, mais il faut quand même serrer fermement. Voilà. Donc là, pour la partie des plaquettes, c'est ok. Maintenant, on va remettre notre capteur qui est ici. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais comme sur l'établi, on vient glisser derrière la plaquette. Donc c'est vraiment prévu pour. Donc là, celui-ci nécessitera un changement. Donc Romain va les commander. On en mettra des neufs par la suite. Donc vous le mettez comme ceci. Vous le rebranchez derrière. Donc comme je vous ai montré avant le démontage. Et on remet la petite agrafe sur le flexible de frein. Donc l'agrafe sur le flexible de frein permet tout simplement que le câble reste fixe et pas qu'il se balade. Donc là pour cette partie là c'est terminé. Donc on va réaliser exactement la même opération de l'autre côté. Pour la purge sur ces freins là, ça se passe tout simplement sur le dessus. Vous avez deux vis, une de chaque côté. Pourquoi? Parce que c'est des entre guillemets double rangée de pistons. Vous avez 3 pistons là, 3 pistons là. Contrairement à une voiture standard où vous avez qu'un seul piston et une seule rangée. Donc là il y a deux vis de purge. C'est là où on va s'en servir tout à l'heure pour vidanger le liquide de frein. Mais ça encore une fois, je vous filmerai une étape un peu plus complexe comme sur celui-ci sur mon Porsche Cayenne. Comme ça j'aurai une vidéo dédiée à ça. Et je vous réaliserai également plus simple sur la Lotus ou sur une Citroën C4 qui ont des freins un peu plus standards. Et bien les amis, nous on va passer sur l'autre côté. Bon les amis, ce qu'il faudra savoir par contre, c'est que des freins neufs, ça ne freine pas. Alors c'est un paradoxe, j'entends Romain qui rigole, mais en fait il faut savoir que des freins neufs, ça ne freine pas, c'est pas une légende. En fait, alors là ça va parce qu'on a que les plaquettes qui sont neuves, mais quand vous mettez disques et plaquettes, c'est encore pire. Parce qu'il y a tout simplement une période de rodage à faire sur les freins, et qui est d'environ 200 km. Donc pendant ces 200 km là, il faut éviter de faire des gros freinages entre guillemets d'urgence ou longs comme des freinages qu'on pourrait dire sportifs. Il faut vraiment avoir une conduite en douceur et respecter les distances de sécurité. Et au bout des 200 km, c'est là où on a la puissance de freinage maximum. Donc là, c'est un petit peu plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on est sur des freins qui sont rainurés, donc ça va croquer un petit peu plus vite la plaquette. Et qu'on est sur des disques qui sont entre guillemets un petit peu vieux. Donc il n'y a plus cette paraffine dessus. Enfin paraffine, qui n'est pas une paraffine, mais un traitement du métal pour éviter que ça s'oxyde pendant le stockage. Mais quand bien même qu'il faut savoir que des freins neufs, ça ne freine pas terrible. Donc bien penser aux 200 km de rodage qui évite d'avoir un accident. Bon les amis, ça y est, vous avez vu le changement de plaquette de frein sur cette Panamera. Donc là on va s'attaquer tout simplement au remplacement ou du moins à l'installation d'un filtre Green. Donc là c'est la marque Green, c'est ni plus ni moins comme les Cayenne et les BMC. C'est des filtres en coton, donc qui je rappelle laissent passer plus d'air, mais sont graissés parce qu'ils ont besoin d'être graissés pour stopper les particules de poussière, donc la silice. Donc ça c'est la petite particularité de ces filtres là. Et sur cette Panamera là, ils ont fait les choses simples. Ils ont positionné le filtre à air dans le pare-choc avant. Donc c'est à dire que là on va tout simplement déposer le pare-choc avant, donc avec les deux optiques. Et là ça va être un petit peu la découverte parce que j'en ai pas encore démonté de mon côté. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon voilà, alors c'est pas une clé standard, c'est la clé Porsche tout simplement qu'il faut. Donc elle est fournie avec la voiture, elle se trouve dans le coffre sous la moquette. Donc là c'est aussi simple, c'est un peu comme les Cayenne, un Porsche est adepte de ça. Vous mettez dans le trou du phare, vous tournez et ensuite vous venez décoller le phare. Et le phare se déclipse naturellement. Hop, ensuite on retire la prise derrière, qui elle est un peu moins sympa à retirer. Et là vous avez le petit tuyau de lave-vitre. Donc là vous avez un petit tuyau, c'est pour le lave-vitre, donc c'est tout simplement le liquide qui vient dedans. Et vous avez la prise connectique du phare. Donc là je vais mettre les pièces simplement derrière pour éviter qu'on les abîme. Alors, tac.
Donc là la petite vis elle se trouve juste sur le côté, elle est vraiment très accessible. C'est un petit quart de tour qu'on vient, donc ça c'est la petite technique Porsche. On vient débloquer le phare et ensuite on le manipule de haut en bas en prenant soin quand même de ne pas le casser. Voilà. Même topo. Hop. Donc ensuite, bah là c'est un petit peu la découverte. Il va falloir démonter les deux roues, retirer les vis du passage de roue, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici on va avoir de la visserie également à retirer. Donc là je vais un petit peu analyser où se trouvent les vis et ensuite on se reprend. Bon, tout d'abord vous avez ce type d'agrafe là qu'il faudra retirer, en fait, qui fait la jonction du pare-choc et de l'aile. Et qui est assez chiante à retirer parce qu'en fait il faut retirer cette pièce là. Enfin il faut décoller cette pièce là de l'aile. Et cette pièce là tient hyper bien, donc j'avais un petit peu peur de casser l'éclipse, mais en fait non, ça vient tout seul en forçant. Donc faut pas hésiter à forcer pour déclipser cette partie là, parce que cette petite pointe ici vous permet en fait de bloquer la griffe. Donc tant que ça c'est clipsé, vous pouvez pas retirer la petite griffe métallique qui tient ici et qui fait la jonction entre le pare-choc et l'aile de la voiture. Donc ça de ce côté là c'est libéré, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là maintenant il va falloir tout simplement retirer les passages de roue ici, ce qui va nous permettre d'accéder aux vis qui fixent le pare-choc et l'aile ensemble. Donc là bah, c'est assez simple, hein. Vous avez une multitude de vis qu'il faudra défaire, donc ça bien évidemment des deux côtés. Alors des fois c'est des vis, des fois c'est des clips, là en l'occurrence c'est des vis, c'est plus sympa à retirer parce que les petits clips en plastique généralement ça casse. Hop, donc là vous en avez 4 ou 5 de mémoire. Ce qui va nous permettre après d'accéder aux vis de réglage du pare-choc ici. Donc là vous avez une petite vis juste en haut ici à retirer. Ensuite la multitude de vis va se trouver en bas, exactement la même chose de l'autre côté. Donc là je vous amène en bas. Hop. Et là on retrouve donc du coup toutes les vis du pourtour du pare-choc jusque là-bas. Donc là, vous allez m'accompagner pour retirer celle-ci. Et ce sera la même chose de l'autre côté. Une fois que le pare-choc sera démonté, j'en profiterai pour vous montrer tous les points de fixation. Parce que là, je découvre en même temps que vous. Donc finalement, sachant que les vis ne sont pas forcément les plus accessibles, des fois je fais des coupures. Donc là vous désolidarisez totalement le pare-boue ici qui tient donc finalement juste avec le fond plat du moteur. Hop, si tu peux prendre les chiffons qui sont derrière, on va les poser dessus pour pas que ça raille. Donc là, on va le tirer tranquillement. En espérant qu'on ait assez de marge au niveau des flexibles. Voilà. Là. Et là j'ai encore un fil qui est trop court. Voilà. Ça va, c'est simple. Vas-y, on va le poser comme ça. Voilà. Bon voilà les amis, on se retrouve donc après avoir passé 1h30 à démonter un putain de pare-choc. Qui en plus était bloqué tout simplement par de la boue, donc on n'a pas voulu forcer pour rien casser, en fait c'était la boue qui gênait. Donc voilà ce qu'il faut faire pour changer un filtre à air sur une Panamera. Donc c'est pas grand chose, c'est simple, en 15 minutes c'est fini. Quand Romain m'a dit j'ai acheté un filtre à air green, je me suis dit ouais bah vas-y passe au garage, en 5 minutes c'est changé. Ouais mais pas sur une Panamera. Donc du coup bah on a dû déposer l'ensemble du pare-choc, des phares. Alors comment ça se passe? Les phares je vous ai expliqué, hein. C'est la petite vis qui se trouve, alors je prends la caméra pour me montrer, hop, parce que là je vois pas, je suis trop petit. C'est la petite vis qui est juste au bout de mon doigt ici, hop, alors je sais pas si vous voyez bien. Vous passez ici avec l'outil spécial, vous tournez, ça déclipse le phare. Pour retirer le phare, il faudra retirer la petite durite de lave-glace ici et la connectique du phare. Ça, ok. Ensuite, pareil de l'autre côté, bien évidemment, pour démonter le pare-choc. C'est là que ça se complique. Vous avez toute la partie plastique ici, noire à retirer, donc la partie qui est ici, qui est une vraie galère à retirer. En plus, c'est cassant, donc faut faire attention, vraiment être minutieux. Ensuite, une fois que vous avez retiré cette partie-là, vous avez accès aux vis qui se trouvent ici. Donc ça, c'est pareil.
Ensuite, vous pouvez retirer la petite agrafe que je vous ai montré qui se trouve juste ici et qui sort par ici. Mais le problème, c'est que vu qu'elle sort par ici, que vous avez le petit truc noir, le truc noir est la chose là, à retirer en premier. Donc pour dans un second temps retirer les agrafes de chaque côté et retirer la série de vis ici. Ensuite au niveau du passage de roue, vous avez la lignée de vis ici qu'il faut retirer pour avoir tout simplement la souplesse. Ensuite vous avez la lignée de vis vers le bas pour tout simplement désolidariser du pare-choc. Et ensuite vous avez une vis du pare-choc qui se trouve ici. Donc bien évidemment pareil de l'autre côté. Ensuite votre pare-choc il est coincé ici via des glissières que vous voyez au bout de mes doigts. Et là c'est un peu dur à retirer. En fait on n'a pas osé forcer parce qu'on voulait rien casser, mais il faut tout simplement forcer parce qu'il y a la terre qui se met dedans et la terre vient tout simplement réduire le diamètre et donc c'est très dur à retirer. Donc là on va tout nettoyer avant de remonter pour que si on change un filtre à air d'ici 15 jours on puisse le refaire. Ensuite vous avez toute la lignée de vis que je vous ai montré tout à l'heure en bas tout autour du pare-choc, donc qui fait vraiment tout le pourtour du pare-choc. Et après il vous faudra retirer les connectiques qui se trouvent ici, donc pareil de chaque côté. Donc ça c'est les connectiques qui alimentent les anti-brouillards. Et de l'autre côté vous avez un petit tuyau juste à côté ici qui alimente tout simplement en lave-glace pour les anti-brouillards. Et donc ça il faudra également les retirer. Et de l'autre côté vous avez également une prise comme ceci qui eux alimentent les capteurs de stationnement. Donc voilà, c'est très simple, hein. En 5 minutes le filtre à air est changé. Donc là on va tout simplement maintenant avoir accès à la boîte à air qui se trouve ici, avec des vis donc qui se trouvent ici. Et là ils ont fait quand même pour une fois les choses simples. Ils ont fait des petits trous dans la carrosserie au bout de mes doigts. Alors je sais pas si vous voyez bien, pour passer un tournevis pour pouvoir tout simplement défaire la rangée de vis opposée de la boîte à air. Donc c'est quand même hyper trop mal conçu pour une allemande qui n'ont pas l'habitude de faire comme ça. Donc là on va démonter ça et ensuite on va changer le filtre à air par celui qui est là-bas. Allez c'est parti, on tient le bon bout. Voilà, maintenant qu'on a retiré le tout, on peut accéder enfin à la boîte à air. Donc la boîte à air elle se retire par des vis cruciformes que je vous ai montré juste avant. C'est quand même une sacrée galère pour retirer un simple filtre à air. Je suis mortel du sec. Bon, j'ose même pas imaginer le prix que Porsche vous facture pour vous changer le filtre à air. Hein. Je pense qu'à mon avis, je pense qu'il y a deux solutions. Hein. Soit les Panamera ont tous le filtre à air d'origine, soit y a des mecs qui doivent payer une blinde pour les faire changer chez Porsche. Parce que là, en termes de coût de main d'œuvre, ça doit faire mal. Parce que là, c'est pas encore fini. Après, il faut démonter les admissions ici pour pouvoir retirer le couvercle par devant. Non, c'est bien pensé. Je peux avoir la lumière s'il te plaît. Il n'y a pas de doute, on sent que les ingénieurs ils ont bossé quoi. Là il faut passer entre le cap d'ouverture du coffre, enfin du capot. Vous voyez mon tournevis c'est même trop petit quoi. Non mais sans déconner. Le prochain qui me dit tu peux me faire mon filtre à air de Panamera, non. Je sais pas faire. Le manchon ici. Hop là. Bon là je crois que maintenant c'est l'heure de la bière. Attends. Avec moi chat noir, je vais voir s'il rentre. Alors ça se voit que la voiture n'est pas beaucoup kilométrée. On va nettoyer ça. Bon là il est un petit peu sale mais bon. Voilà. Vous voyez, il est un peu noir mais il était pas mort de chez mort. Parce qu'il est un peu plus raide. Voilà. Voilà. Bon, remise en place du filtre à air. Tout ça pour gagner 4 chevaux, bordel. Alors attends, on va remettre ça. Oh, tu payes le filtre à air 20 balles, tu sais, mais t'en as pour 400 balles de main d'œuvre à changer. Là. Oh, ça coûte pas que 20 balles le filtre à air, ça. Là, t'as pour combien? 150 à peu près? Le filtre à air, ouais, 139, je crois que les pieds. Non, bon les amis, nous on se prend une petite mousse hein. À la tienne, santé. Ouais. Bien mérité pour toi. Voilà, on a remonté le filtre à air, mais on s'est pas encore attaqué au remontage du pare-choc. Donc là on se désaltère un petit coup avec les 5 degrés qu'on a en Normandie, fait grave chaud. Et puis après on va remonter tout ça. Allez, à tout à l'heure, chin. Bon les amis, ça y est, la petite mousse elle est passée. Elle est d'ailleurs bien passée, je sais pas toi Romain. Bien passé, trop rapidement d'ailleurs. Là on va passer au remontage, donc là je vais vous faire un time-lapse un peu plus rapide parce que je vous ai expliqué au démontage.
Maintenant, bah, nous on va remonter et vous allez avoir un timelapse avec de la musique. Allez les gars, à tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, on se retrouve, c'est terminé, on a enfin terminé donc ce changement de filtre à air qui a été assez simple, hein, et le remplacement des plaquettes ainsi que le liquide de frein que je vous ai fait hors caméra, je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc là c'est tout remonté, c'est quand même bien plus simple à remonter qu'à démonter pour la simple et bonne raison que l'éclipse, c'est ce qui pose entre guillemets le plus de problèmes parce que généralement on a peur de tout casser en tirant et quand on reclipse bah ça y va tout seul. Donc le remontage c'est fait à peu près en une petite demi-heure. Alors que le démontage, ça a plutôt pris 1 heure, 1 heure et quart pour déjà découvrir l'emplacement des vis et ensuite la fameuse traverse noire qui elle est clipsée de partout et qui est assez chiante à retirer au risque de la casser. Donc c'est vraiment le point noir de ce démontage là. Sinon Romain il va aller faire un essai routier. Vous aurez pas le résultat dans cette vidéo, mais bon on sera pas sans se revoir et à la limite on vous donnera des nouvelles de son ressenti avec le filtre Ken sur route. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette magnifique Panamera d'un bleu. C'est quoi d'ailleurs cette teinte, tu connais non? C'est le... Ça fait un peu un bleu nuit. C'est le bleu nuit, ouais, avec l'intérieur biton bleu nuit. C'est bleu nuit, c'est ça. Donc voilà. Et ben écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Les freins c'est assez simple, les étriers sont gros mais c'est finalement assez simple de changer. Pensez au capteur d'usure de plaquettes. Là en l'occurrence, les deux se sont cassés quand on les a remplacés. Donc Romain va les acheter, on va les remplacer. A posteriori, donc c'est assez simple pour tirer la roue, vous les reclipsez par dessus, vous rebranchez, voilà, ça empêche rien, mais c'est toujours dommage de devoir faire le boulot 2 fois. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, bye bye. Salut tout le monde.